Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Éléonore nous parle de son parcours, notamment de ses 2 burn-out qui lui ont permis de se redécouvrir. Après ces épreuves, c'est une toute nouvelle Éléonore qui renaît et décide de s'épanouir dans toutes les sphères de sa vie. Elle nous parle sans complexe des 2 plus grands tabous de la société comme elle le dit. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette épicurieuse qui est toujours prête à se réinventer. Bonne écoute! Bonjour Éléonore! Bonjour Mélissa. Bienvenue dans Bicafam. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à toi de m'avoir invitée, c'est un honneur. Merci. Alors du coup, on va discuter un peu de ton parcours, un peu beaucoup d'ailleurs. Et Mhm. on va commencer l'épisode par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Je m'appelle Éléonore, j'ai 31 ans, je suis guadeloupéenne. Je vis à Paris en ce moment, mais bon, comme je suis une grande voyageuse, rien ne dit que je pourrais pas être autre part bientôt. Et je dirais que je suis une femme libre et puis curieuse. Et puis voilà. OK, très bien pour cette présentation. On va commencer, par ton enfance, ton adolescence. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc en fait, moi, j'ai grandi dans une famille avec mon père et ma mère, donc et mon frère. Donc c'était une enfance, assez heureuse, hein, globalement, dans un foyer stable Mmh. et en tout cas durant l'enfance. Après bon, c'est vrai que l'adolescence, il y a eu quand même, des épisodes un peu houleux, hein, un peu comme certaines personnes, j'ai fait une crise. Heu, j'ai fait ma crise moi aussi. Et non, mais sinon, à part ça, globalement, j'ai ça se passait très, très bien. J'étais une enfant, émerveillée par tout ce qu'elle voyait et Mmh. très studieuse aussi, qui vraiment je profitais, en fait, de tous les avantages qu'il y avait, à être dans mon environnement de base, quoi. Mmh. Mmh. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de la suite, de ton parcours après le bac, du coup, quand tu décides de partir en France pour tes études? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu es partie là-bas, loin de ta famille, loin de ton cocon? Alors, oui, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Il faut savoir que je suis partie, j'avais 17 ans, donc j'ai eu mon bac à 17 ans et Mmh. je les avais à peine et j'ai fait le choix de partir. C'est vrai qu'en tant qu'antillais, on a un peu, je sais pas si c'est vraiment un choix, parce que je trouve ça quand même un peu triste, mais on est un peu Mmh. formaté déjà à se dire qu'on va partir depuis, enfin, en tout cas, moi, depuis le collège, je savais que j'allais partir, un jour, en France hexagonale Mmh. et donc moi, je suis partie pour aller faire une prépa et ensuite j'ai fait, derrière des écoles de commerce. Mais c'est vrai que c'était pas Mmh. simple, notamment les premières années, puisqu'il y avait une adaptation culturelle, parce que c'est pas du Mmh. tout la même culture et il y avait une adaptation climatique parce Mmh. que, forcément le froid, quand on connaît pas et quand on connaît pas le verglas aussi et qu'on tombe sans se rendre compte, voilà, c'est pas toujours évident et il y avait une adaptation, aussi académique puisque finalement la prépa, c'est pas du tout comme le lycée et bon, Mmh. tous ceux qui ont fait une prépa le savent, on souffre un peu pendant 2 ans
Donc on a une vie qui est vraiment focus sur le travail. Donc voilà, ça a pas été si simple, l'éloignement géographique non plus, mais bon après c'était un choix de partir et pour moi c'était une évidence que j'allais réussir et que je voulais faire de grandes études. Donc voilà. Et du coup, justement, est-ce qu'on peut revenir sur les difficultés, d'adaptation au niveau culturel? Donc parallèlement, à ton adaptation concernant les études même, hein, aux difficultés concernant la prépa, tu as dû aussi fournir une énergie pour essayer de t'adapter. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Bah, oui, en fait, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup évolué pendant mes études dans des milieux non créolophones. C'est-à-dire Mmh. que moi, concrètement, j'ai fait mes études à Valence, à Lille et puis à l'étranger, mais j'ai pas été dans les villes antillaises, si je peux le dire comme ça. J'étais pas à Paris, ni à Toulouse, Montpellier, Bordeaux Mmh. et donc du coup, c'est vrai que c'était pas simple au quotidien puisque j'étais concrètement entourée que de blancs et donc du coup, il faut, même si nous sommes tous des êtres humains sur cette terre, il faut gérer le fait qu'on n'a pas forcément le même humour, qu'on n'a pas forcément les mêmes références, historiques, culturelles ou parfois on nous a pas enseigné l'histoire de la même manière. Mmh. Et puis il faut gérer aussi le fait que parfois, ben, il y a des clichés, des stéréotypes qui peuvent revenir donc moi je me souviens, que quand j'ai passé mes concours pour entrer en école de commerce, Mmh. j'avais une, jury, hein, quand même, hein, c'est pas rien, hein, c'est quelqu'un qui a une autorité et donc il faut faire attention quand on passe, les concours, qui, bah, m'avait ramené directement à ma culture pendant ces oraux. C'est vrai que c'était déplaisant après, bah, j'ai trouvé des stratégies pour justement, faire en sorte de «survivre» entre guillemets, puisque je pense que je vivais bien, mais je me rendais pas compte de tout. Mmh. Pour moi, ma force, c'était vraiment mon travail, le fait de Mmh. bien travailler, à l'école. Pour moi, c'était une manière de dire aux gens: «Ben, j'existe, malgré tout ce que vous pouvez penser de ma communauté, quoi. C'est je suis là». Mais du coup, tout ça, cette mise en place de stratégie, ça devait être, assez énergivore? Oui, c'était énergivore puisqu'au final, on devient adulte beaucoup plus tôt que les autres. Mmh. Je veux dire, à 17 ans, on devient adulte alors qu'on est quand même des enfants et on pense pas que, juste à aller à l'école et faire la fête. On pense à comment, au quotidien, je dois me comporter vis-à-vis de telle personne pour qu'elle ne puisse pas penser, par exemple, que je suis une personne feignante ou que je ne suis pas à l'heure, puisque c'était ça qui revenait et c'était quand même compliqué parce que des fois, on n'a juste pas envie de travailler et des fois, on se lève pas parce que, ben, ça arrive, en fait, c'est tout. Mais voilà, il fallait vraiment, je prenais vraiment sur moi pour, être, le plus, irréprochable possible, tu vois? Mmh. Donc tu avais une certaine pression finalement, en Voilà, plus? j'avais une pression la pression de réussir déjà qu'on a quand on part, parce qu'on nous a Mmh. pas envoyés aux études pour juste, regarder le ciel, mais en plus mais c'est vrai, ça coûte quand même cher, donc de nous Mmh. envoyer, c'est pas, c'est un luxe qu'on a quand même de pouvoir faire des études et de pouvoir, aller jusqu'au bout. Bien sûr. Donc il faut quand même le dire, quoi. C'est, même en France, il y a des gens, enfin en France hexagonale, il y a des gens qui, n'ont pas ce luxe de faire des études. Donc Mmh. nous on peut le faire, OK, mais à quel coût? À quel coût financier? À quel coût psychologique? Ça on n'en parle pas assez. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que c'est comme tu disais, le parcours un peu classique et on s'y prépare, depuis l'enfance, mais ça a quand même un impact, psychique. C'est quand même un arrachement Mmh. aussi C'est un à son arrachement. cocon, à sa culture, Ah oui, et on ah nous oui. prépare pas forcément Non, aux pas du tout. micro-agressions qu'on va vivre, au Mmh. racisme ordinaire. On nous prépare pas Mmh forcément mh. à ça. Et sur place, ben, on est Mmh. obligé d'essayer de développer des stratégies, Ouais. pour survivre comme tu dis. Oui, on nous prépare pas du tout à ça, je m'en rends compte. Moi, comme je disais, c'est vrai que ma méthode, c'était de travailler plus pour montrer qu'ils avaient tort. Pouvoir en quelque sorte, ma réponse. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir parfois plus de répartie, ne pas être dans la colère aussi et la garder pour moi. On pourrait, revenir, tu disais que justement lors de tes Mmh mh. études, tu as été amené à voyager. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu? Est-ce que, tu as, rencontré aussi, je sais pas, des difficultés, lors de tes voyages? En plus, toi, tu voyageais seule, Oui, femme, c'est vrai, noire. c'est vrai.
vrai. Ah, c'est Est-ce que tu vrai. pourrais en parler de ton expérience? Oui, alors pour moi, alors le but des études, c'était pas d'étudier, c'était de voyager, même si j'ai fait les 2. Et pour moi, c'était l'ouverture au monde. Donc c'est aussi pour ça que j'avais choisi de faire une école de commerce et cetera. Et donc je suis partie dans plusieurs pays. Donc j'ai vécu en Inde, au Mmh. Mexique, à Singapour et en Italie. Mmh. Donc pas en même temps, mais à des périodes différentes. J'ai eu la chance de faire des stages et d'avoir des vraies expériences professionnelles dans tous ces pays-là. Et c'est vrai que je me rendais pas toujours compte parce que moi, je voulais juste partir le plus loin possible. Ma première expérience, par exemple, c'était en Inde et quand je suis partie en Inde, je à la base, je voulais aller en Australie Mmh. et donc c'est très bien, j'ai atterri en Inde, ça m'a plu et c'est vrai que pour moi, c'était juste, l'aventure. Je me suis dit: Mmh. «Je vais voir le monde, je vais voir ce qui se cache derrière». Et ça faisait un peu peur à ma mère, Mmh. donc du coup, qui, prenait son planisphère désormais pour pouvoir me situer, dans le monde. Et puis à l'époque, on n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas Instagram, on Mmh. TikTok, enfin tous ces réseaux-là. Mmh. Facebook existait déjà, mais c'était pas aussi enfin, c'est pas comme WhatsApp. WhatsApp, on peut Mmh. donner des nouvelles assez souvent et cetera. Donc c'est vrai que c'était, compliqué de rester en contact avec les miens et en Mmh. même temps, moi, j'avais envie de m'émanciper de tout ça pour vivre Mmh. l'expérience à fond. Donc c'était un peu, je veux vivre, donc laissez-moi tranquille, mais en même temps, oui, il faut donner des nouvelles parce que je suis quand même à je crois que c'était un peu plus de 12 heures de décalage. Je me rappelle plus, peut-être 10, je ne sais plus. C'est ce que j'ai vécu et puis, bah, oui, j'étais seule, j'avais 20 ans, j'étais une jeune femme, j'étais noire. Alors ça m'a pas posé problème d'être noire en Inde. Je le dis, Mmh. je sais qu'il y a du racisme, il y a un système de caste et cetera. Je suis au Mmh. courant, mais ça je pense que ça m'a plus posé problème d'être femme que d'être noire, en fait, quand j'étais là-bas. Mmh. Parce que, beaucoup de femmes ne travaillent pas. Mmh. En tout cas, il y a 10 ans, j'y étais en 2012, hein, c'était le cas donc du coup, c'est vrai qu'elles étaient surprises de me voir, moi, Éléonore, 20 ans, chez elles, travaillant, alors qu'elles sont quand même de caste, très élevée, hein. Mmh. Mais, c'est vrai que c'était pas leur schéma de vie. Mmh. Le schéma, enfin, qui les conditionnait au final, hein. Elles Mmh. vivaient, c'était les femmes, ben, de mes patrons. Elles vivaient Mmh. dans la même maison que les parents de mes patrons. La Donc en belle fait, ils famille. vivaient, Mmh. ouais, de la belle famille et ils vivaient tous ensemble dans une seule Mmh. maison et c'est même pas pour dire qu'elles étaient sur le versant, tâches domestiques ou quoi que ce soit, puisqu'il y avait des domestiques. Mmh. C'est juste qu'elles étaient là. Donc Mmh. voilà. Donc c'était assez, bah, c'était un choc des cultures. Voilà, c'était un choc Mmh. des cultures. Moi, je comprenais pas qu'on puisse pas être indépendante et Mmh. elles comprenaient pas que je sois aussi autant, en tout cas, indépendante. Donc bah, après j'ai été élevée dans ça, hein, tu sais, moi, dans ma famille, on dit souvent que le premier mari d'une femme, c'est son travail C'est son travail. et ah ouais, c'est son Je travail, pense qu'on hein. l'a je pense qu'on l'a beaucoup entendu. Je pense que c'est une phrase qui est quand même, Ouais. assez reprise chez nous. Ah ouais, ouais, je crois, hein, je l'ai entendu, travail/diplôme/ sois indépendante financièrement, ne dépend de personne parce que c'est Mmh. important et je comprends. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, la carrière, ça Alors justement, tu parles de ta carrière. Est-ce que tu peux brièvement juste, présenter justement, ce que tu faisais? Parce que maintenant, c'est différent. Est-ce que tu peux, ouais. nous en dire un peu plus? Après avoir testé, différentes fonctions, en entreprise, je me suis orientée vers Mmh. les achats internationaux. Donc je suis acheteuse, comme on dit. C'est de réduire les coûts de l'entreprise, voilà, tout simplement. Donc Mmh. à travers des stratégies de négociation. Mmh. D'accord et justement par rapport, au poste, que tu occupais, est-ce que tu peux parler de ton expérience professionnelle? Est-ce que tu peux parler des difficultés que tu as rencontrées? Heu, Alors j'ai exercé dans plusieurs entreprises, donc ça a été mmh. le top. C'est-à-dire que j'ai pu faire des achats. L'aspect carrière chez moi était très présent, au Mmh. détriment parfois de l'aspect personnel Mmh. et ça s'est ressenti 2 fois durant ma carrière d'acheteuse. Mmh. La première, c'était quand j'étais en Italie.
Donc du coup, c'est vrai que là, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle mon premier burn-out. Mmh. Donc du coup, qui a pas été évident parce que je l'ai pas reconnu sur le coup. J'ai juste senti que mon corps m'avait lâché, un moment, que c'était plus possible, en fait, que j'avais Mmh. vécu enfin, je vivais une situation très toxique avec mon manager et Mmh. professionnellement, je précise et donc du coup, c'est vrai que, pendant 1 an, j'ai dû lutter contre, quelqu'un qui n'avait pas les mêmes valeurs que moi Mmh. et qui, me rabaissait tout le temps, et il se gênait pas, que ce soit devant les gens, enfin, il m'humiliait, quoi, tu vois? C'était pas du Mmh. tout évident. Est-ce que tu penses que ça, Mmh. c'était lié au fait que tu sois une femme et ou lié au fait que tu sois une femme noire? Je pense que c'est lié à une culture italienne qui est très paternaliste, il faut le dire, Mmh. déjà d'une. 1°, de 2, j'étais jeune, j'avais 25 ans. Du coup, de ce que j'ai pu comprendre, toutes les jeunes femmes qui ont eu 25 ans, qui sont passées dans cette boîte, ont été traitées de la même manière. D'accord, donc c'est quelque chose qui se répétait. C'était un Voilà, schéma qui qui se était répète. perpétué, en fait. Voilà et qui Mmh. n'est pas je dirais pas qu'il est approuvé, mais en tout cas, il n'est pas dénoncé. D'accord. Donc voilà, donc déjà ça. Mmh. Après le fait d'être une femme, est-ce que ça a joué au quotidien? En fait, c'est compliqué parce que ce manager, c'est lui qui m'a recrutée. Donc il m'a recrutée parce qu'il trouvait des qualités en moi. Mais en même temps, Mmh. effectivement, il avait ce côté paternaliste qui faisait qu'il me remettait à ma place en quelque sorte, enfin selon lui. Mmh. Et après le fait d'être noire, est-ce que ça a joué tous les jours? Je dirais non, mais Mmh. c'est vrai que j'ai eu quelques remarques quand même, liées au fait d'être, antillaise. Des réunions, face to face comme on dit, donc Mmh. juste, entre nous 2, où, c'est vrai qu'il me disait qu'en fait, que si je prenais beaucoup de temps pour faire un travail, c'est peut-être parce que j'étais antillaise et donc là, je le recadrais, Mmh. Ça avec revenait mes encore une fois, hein, le stéréotype, voilà. Exactement, mmh. ça revenait et c'était chiant concrètement parce que, Mmh. en fait, je pouvais pas forcément toujours me défendre comme je le voulais, étant Mmh. donné que, en fait, je ne La langue? La la langue langue déjà? la langue tout simplement. Mmh. Donc, en gros, j'étais dans un univers 100% italien. Moi, quand je Mmh. suis arrivée, je ne parlais pas italien. Maintenant, je le parle, mais avant, je ne parlais pas. Et même si, on pouvait s'exprimer en anglais et cetera, il parlait anglais, que quand il voulait parce qu'il savait que je commençais à comprendre de mieux en mieux l'italien, donc il me parlait plus en anglais et ce genre de choses, il me les disait en italien. Donc moi, Mmh. j'ai envie de lui répondre en italien, mais j'arrive pas parce que j'ai Mmh. pas tout le vocabulaire et parce qu'il y a beaucoup d'émotions et Mmh. heu et donc du coup, c'était vraiment Ça devait injuste. être hyper frustrant et Voilà. injuste, c'est clair. Et du coup, à quel moment tu t'es rendu compte que ça n'allait vraiment plus? À quel moment, tu t'es dit: «Non, Mmh. là c'est trop, là c'en est trop»? Vraiment, ça n'allait pas, où je ressemblais à un fantôme, c'était, quand je suis montée, sur Paris, j'ai vu mon ancien manager de la même entreprise et Mmh. c'est vrai que là, quand il m'a vue, il a dit: «Éléonore, c'est pas toi. Éléonore, je t'ai connue pétillante, je t'ai envoyée là-bas pétillante, pleine de vie et là, je Mmh. te reconnais pas. Tu sais, le travail, c'est qu'un travail, tu ne me dois rien. Franchement, la santé avant tout». Donc à partir de Mmh. ce moment-là, je savais qu'il fallait que je passe à autre chose. Ce que tu traversais, les émotions qui te traversaient, les sensations que tu avais dans ton corps, quand tu étais au plus mal, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Alors, mais en fait, il y avait, beaucoup d'émotions différentes. Je disais qu'il y avait forcément beaucoup de colère, ça c'est Mmh. sûr, que j'étais en colère, j'étais frustrée parce qu'on me comprenait pas ou parce que je vivais une injustice et que personne ne disait rien, donc j'étais en colère de tout ça. Mmh. J'étais angoissée aussi et dans mon corps, ça se sentait, je veux dire, mon cœur, palpitait souvent, le soir, à Mmh. l'idée de retourner au travail le lendemain. Mmh. Donc c'est fou et donc j'avais souvent ça, j'ai aussi, pleuré parfois, ça m'est arrivé, Mmh. de pleurer parce qu'au bout d'un moment, il faut lâcher et alors je pleurais pas en face de lui, mais j'allais m'isoler dans les toilettes et je pleurais et parce que je ne savais plus quoi faire en fait. Je dansais pas de toutes les manières possibles et c'était toujours pas satisfaisant donc Mmh. voilà. Et tu as géré tout ça toute seule ou tu t'es fait Ouais. accompagner? J'ai géré tout ça toute seule, Mmh. vraiment mes soutiens, je dirais émotionnels, ça a été mon coloc, en fait, Mmh. mais Mmh. voilà, on discutait de nos vies respectives, au travail et puis d'autres choses aussi
Mais c'est vrai que c'était lui mon soutien, émotionnel, à l'époque, quoi. D'accord. Concrètement, je pense que j'aurais pas tenu, s'il avait pas été là. Donc Mmh. la vie était plus douce, en fait, une fois que j'arrivais à la maison. D'accord et donc du coup, tu as décidé de quitter l'Italie et de retourner en France? Ouais, je suis retournée et je suis allée à Paris, qui me semblait être, la ville la plus familière, après ce que j'avais vécu et puis il fallait que je parte, dans l'urgence aussi parce que je Mmh voulais mh. pas rester. J'ai cherché un emploi. Ma recherche a duré quand même, 1 an, donc ça aussi, ça a pas été évident à gérer puisque, Mmh. forcément quand on démarre, on n'a pas forcément, des allocations, très, très importantes. Donc Mmh. puisque j'avais fait un peu d'alternance, mais c'est pas ça qui, nourrit, qui paye un loyer. Mmh. Donc du coup, c'est vrai que ça a été très, très compliqué de sortir en fait d'une expérience que j'avais vécu comme une injustice, mais que je ne savais pas ce que c'était, ce que je vivais et de Mmh. rentrer dans une autre sphère, désagréable, Mmh. enfin, qui m'a provoqué aussi, qui a réveillé en moi d'autres peurs, notamment, des peurs liées à l'argent, par exemple, Mmh. que je n'avais pas avant, quoi. C'est vrai que ça n'a pas été évident, mais je remercie cette période parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris et c'est à ce Mmh. moment-là que j'ai rencontré un psychologue du travail, grâce au Pôle emploi. Ça arrive qu'il fasse des choses bien. Il faut le dire que ça Il faut arrive. le dire, ça arrive et j'avais une très bonne conseillère à l'époque et qui était désespérée que je ne trouve pas d'emploi alors que quand même, je passais, des entretiens, j'arrivais en shortlist, on prenait toujours d'autres Mmh. personnes. Je croyais vraiment que le destin s'abattait sur moi, hein, vraiment. Mmh. Et ce psychologue du travail, quand je lui ai expliqué ma situation, c'est-à-dire ce que j'avais vécu en Italie, plus ce que je venais de vivre, en tant que demandeur d'emploi, ben, il était abasourdi, vraiment. Il m'a Mmh. dit: «Et vous avez que 25 ans, vous avez vécu tout ça?» Et moi j'étais là: «Mais ne vous inquiétez pas, hein, là j'ai trouvé un job» parce que j'avais trouvé un CDI entre-temps. «Je reprends, tout va bien, hein». Mmh. C'est reparti. Voilà et c'était reparti pour, une Mmh. spirale de 4 ans dans une autre entreprise où, au début ça se passait, plutôt bien, enfin, plutôt bien, je sais pas si c'est le terme, mais en gros, j'avais demandé, à l'univers d'avoir des managers qui ne m'embêtent pas. Donc c'est ce que j'ai Mmh. eu. Mmh. Donc j'ai pas demandé à être challengée, j'ai juste voulu des gens qui me fassent pas chier, en fait. Clairement, après ce que Mmh. j'avais vécu, c'est ce que je voulais, de la tranquillité et j'ai eu de la tranquillité, un peu trop de tranquillité justement au début. Voilà, j'ai rencontré quand même des collègues hyper sympas, qui fait que je suis Mmh. restée. Il y a eu des projets hyper intéressants aussi. J'ai à côté fait des projets personnels aussi hyper intéressants. Donc du Mmh. coup, tout ça faisait que finalement, même si c'était pas le job de mes rêves, bah, ça se passait quoi. Mais dès que je suis arrivée dans Mmh. l'entreprise, je savais que j'allais partir, même si je suis restée 4 ans. C'est fou. Et du coup, tu disais que tu as eu, un deuxième burn-out. Oui, j'ai eu un deuxième burn-out, Mmh. donc je pense qu'il a commencé 2 ans après, bah, mon entrée dans cette entreprise où, Mmh. en fait, je commençais à être, fatiguée du système de l'entreprise et du système en règle générale puisque, des grands groupes, tout Mmh. simplement, où on n'a pas d'autonomie. Quand on fait un travail, c'est toujours le manager qui le prend, et qui met son nom dessus. Je trouvais ça pas normal. Mmh. On parle même pas de la rémunération qui était quasiment inexistante. Donc il y avait Mmh. plein de points, en fait, qui ne s'amélioraient pas, qui faisaient que plus je regardais, plus je voyais pas où était mon intérêt. Mmh. Et puis je faisais 3 heures de transport par jour, donc j'étais très fatiguée. Surmenée. Surmenée, fatiguée. Mmh. Je sais pas que j'avais pas de vie personnelle, mais j'arrivais pas à avoir une vie personnelle épanouie avec Mmh. ce rythme de vie, en fait. Et tu as pu repérer les signes, vu que c'était la Ouais, deuxième fois que ça t'arrivait? j'ai pu repérer les signes, assez rapidement, pourtant c'était pas du tout les mêmes, mais c'est vrai que là, j'étais beaucoup plus énervée. C'est-à-dire, avant, je pouvais, être conciliante avec les gens, sur certains points, Mmh. même quand ils faisaient pas leur travail et là, je l'étais plus du tout et Mmh. je sentais aussi que je pouvais péter un câble en entreprise un jour donc en fait, quand j'ai repéré tous les signes et comme il y a eu aussi, hein, il faut le dire, hein, au moment où moi je sentais qu'il fallait que je parte,
Et le covid est arrivé, donc qui fait que ça a Mmh. retardé mon départ. Donc le covid m'a aidé à souffler, mais la chose était déjà là et quand on a un Mmh. peu repris un rythme, normal, ben nous, on était toujours en télétravail, donc le télétravail, plus le fait que le boulot ne me plaisait plus, plus les conditions de travail faisaient que je voulais vraiment partir et comme je ne trouvais pas de solution, enfin, pas de solution qui me convenait et qu'il y avait toute cette ambiance aussi qui était pas terrible dans l'entreprise. Mmh. Il y avait beaucoup de plans de départ, de pression sur les achats notamment pour toujours réduire les coûts alors qu'on est dans une période de crise. Mmh. Donc du coup, tout ça fait qu'au bout d'un moment, mon corps a lâché et je suis restée, en arrêt pendant quelque temps et Mmh. après je suis partie. Donc voilà. D'accord, et cette fois, tu t'es faite, accompagner? Ouais, je me suis faite accompagner, par mon médecin généraliste, déjà d'une. Mmh. J'ai eu aussi, une psychologue et un psychiatre qui m'ont accompagnée pendant cette période-là, puisque en fait, j'avais, je pense, perdu un peu ce qu'on appelle, le s c'est pas le sens des réalités, mais j'avais une perte de sens vis-à-vis de ce que je faisais. Mmh. Et je pense que ce que j'avais vécu, c'était pas juste un burn-out, c'était un brown-out. C'est comme ça qu'on dit. En fait, c'est, le burn-out, c'est, la perte de sens au travail Mmh. et le burn-out, c'est, ben, justement l'épuisement professionnel et le bore-out, c'est, l'ennui au travail. Il y a les 3 mènent à la même chose, hein, c'est-à-dire un état, désagréable Mmh. et donc j'ai été accompagnée par eux et par la médecine du travail aussi, Mmh. qui m'ont aidée justement à trouver des solutions et donc du coup, grâce à eux tous. Et du coup, c'est vrai qu'on a, beaucoup parlé de l'aspect, carrière. Si on revient un peu justement sur ce que tu disais tout à l'heure, sur ton éducation, sur ce Mmh mh. qui était un peu insufflé, l'idée que, eh ben, c'était important de rester fixé sur les études, après sur la partie Mmh. professionnelle et puis le reste viendrait après. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu penses que ça a eu un impact justement sur, beh, sur le fait que toi, tu mettes vraiment l'accent sur ta carrière et que tu mettes de côté, la vie ta vie personnelle, ta vie affective et que tu te rendes compte des années après que ça faisait pourtant partie de ton épanouissement personnel. Oui, je pense que ça a eu un impact parce que comme je le disais, le premier mari d'une femme, c'est son travail, hein, c'est ça qu'on nous a dit, hein, depuis l'âge Mmh. de 15 ans. Voire plus. Donc voire plus. Ou mais du coup, c'est vrai que, alors ça a eu un impact parce que déjà je pense que de moi-même, dans ma nature, dans ma manière d'être, j'étais carriériste ou je visais l'excellence et pour moi l'excellence Mmh. passait par, une carrière. En tout cas au début, je pensais que réussir sa vie, c'était ça. Mmh. Mais non, en fait, ce que moi j'étais en train d'accomplir, c'était réussir dans la vie, la société comme elle nous est présentée. Mmh. Mais réussir sa vie, c'est autre chose. Et c'est vrai que oui, il y a eu comment je peux dire ça? Durant toutes ces années où justement j'ai eu une carrière et cetera, l'aspect personnel était, je dirais pas qu'il était en pause, mais il était moins important ou moins mis en avant, où je cherchais pas à savoir. Je pensais que ça allait se faire tout seul. Il faut Mmh. dire aussi que, en tout cas aux Antilles, on n'a pas forcément d'éducation, amoureuse ou sexuelle, sur ces choses-là. Quand on a 15 ans, on nous dit: «Surtout pas, tu vas attraper des maladies, Mise à tu vas tomber distance. enceinte, à Reste distance, Mmh. voilà, reste, à ta place» et surtout qu'il y a plein de comment je peux dire ça? Je pense que certains parents ou la société a peur, enfin a peur, je ne sais pas si c'est vraiment de la peur, mais en tout cas, si une fille décide de coucher avec un mec, à 15 ans, et qu'elle fait avec un autre mec après et cetera, ben, tout de suite, c'est une salope. En gros, c'est Mmh. ça. C'est ça Donc et on puis n'est la pas du sexualité, elle est vue, plutôt de mmh, façon négative avec les maladies, exactement. Ah ouais, transmissibles et cetera et la exactement. notion de désir et d'épanouissement, elle y est pas et du coup, c'est vrai on nous parle pas non plus de comment faire couple. Comment faire Oui, couple et des années exactement. après quand on revient, diplômé, tout le monde s'inquiète, «Mais il est où ton tu pas de chéri, tu pas Exactement. d'enfant?» et voilà et la Ouais. pression commence. Ouais, mais c'est ça, exactement. En gros, on est,
De quin à 15 ans, c'est non et à 30 ans, c'est: «Mais il est où?» Mmh Je mh. disais: «Ben, en fait, entre-temps, ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris». Je veux dire, à Mmh l'école, mh. je l'ai appris depuis l'âge de 2-3 ans, en fait. Donc Mmh mh. ça, j'ai appris à faire des erreurs et tout ça et cetera. Mais là, il y a Mmh. pas du tout d'éducation sur donc je disais amoureuse, sexuelle, mais aussi émotionnelle, Mmh. sur, comment quand on a des échecs amoureux ou même des échecs professionnels, comment les gérer, Comment comment ne pas rebondir? croire comment rebondir derrière, hein. Mmh mh. Toutes ces choses-là, elles n'ont pas forcément été apprises et c'est vrai que moi, j'ai commencé un travail sur moi il y a quelques années pour justement m'éduquer parce que je souhaite, en tout cas à titre personnel, avoir une vie épanouie dans tous les domaines de ma vie et ça Mmh mh. comprend aussi l'aspect amoureux et donc du coup, c'est vrai que je me suis dit: «Mais en fait, avant de d'intégrer quelqu'un dans ta vie» et quand je dis intégrer, c'est vraiment, laisser vraiment quelqu'un rentrer. C'est pas juste fréquenter quelqu'un, Mmh mh. coucher avec et puis oui, on se voit ça peut durer 10 ans, hein, mais Mmh. on n'est pas vraiment ensemble, tu vois? Mmh mh. C'est Mmh. vraiment intégrer, faire rentrer quelqu'un. Il faut d'abord que je sache qui je suis, déjà. Mmh. La connaissance de soi est hyper importante et Mmh. après, quels sont mes besoins amoureux? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Enfin, tu vois? Avec qui j'ai envie d'être? Voilà. Donc c'est des choses qui prennent du temps, ça peut prendre toute une vie en vrai. Il faut se lancer au bout d'un moment, mais c'est vrai que c'est des choses qui n'ont pas été apprises. Donc Mmh mais mh. je suis beaucoup plus, alignée en tout cas avec moi qui je suis et avec, toutes ces questions, même si elles me saoulent, en vrai, je réponds ou je réponds pas, mais ça ne regarde que moi. Mmh mh. Au bout du compte, ça ne regarde que moi, donc Mmh. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant ce paradoxe dans notre culture de mise à distance et puis après, des années après, cette pression qu'on ressent, que les ouais, femmes ressentent d'autant plus, surtout les femmes, ouais, surtout les femmes avec, le désir d'enfant. On ne se pose même pas la question si elles désirent ou si elles ne désirent voilà, pas. exactement. C'est quand même assez, Ouais, assez frappant. ouais, on est réduit à notre sexualité, reproductive et non Reproductive. récréative. Mmh. Et c'est dommage parce que Mmh. la récré, c'est bien. Donc donc du coup La donc du récré, c'est coup bien, je vais retenir cette phrase. non mais je voilà quoi, c'est, donc oui, reproductif dans le sens travail, travail qui a un sens un peu, heu, enfin, une connotation un peu négative parfois aussi, tu vois? Donc c'est il faut le faire parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut se reproduire. Bah non, en fait. Mmh mh. Déjà, aimons-nous Mmh mh. soi enfin nous-mêmes, aimons les autres aussi et faisons corps et profitons et après on Mmh mh. verra. C'est Mmh. enfin construisons, discutons, communiquons, voilà, il y a tout Mmh. ça, c'est Mmh. Non, c'est vrai que l'aspect de la sexualité, alors ça mmh, commence à venir, il y a des choses qui se développent un peu, en Guadeloupe aussi, mais mmh c'est mh, vrai que ça reste encore timide au niveau de la sexualité, notamment la mmh, sexualité, de la femme, l'épanouissement de la femme, mmh. c'est encore très, très timide. Ouais, j'avoue. Moi, je me suis appuyée, j'avoue, sur des beaucoup de livres de développement personnel spécialisés sur la sexualité féminine. Mmh J'ai mh. aussi, écouté beaucoup de podcasts qui parlaient de sexe, que ce Mmh. soit des audios, comment on appelle ça? Des audios érotiques ou Mmh. que ce soit, des émissions sur la sexualité ou, Mmh. j'ai assisté aussi, à des ateliers de groupe, donc avec des inconnus où on parlait de notre sexualité, de nos désirs et cetera et c'est hyper intéressant et hyper libérateur de faire ça, Mmh. de discuter avec les gens de nos vrais désirs, de notre corps, de qui on est et de découvrir en fait qu'on a tous et toutes une sexualité différente parce qu'on est tous des êtres humains totalement différents. Il y a pas de bon coup, par exemple, ça n'existe pas, faut arrêter avec Mmh. ça. Il y Mmh. a Et juste, puis c'est ça là, il y a une certaine voilà, pression autour de la sexualité aussi, on en voilà, parlait. Mmh. exactement. Donc la sexualité, ça s'apprend. C'est pas inné, on n'est pas comme ça, hyper, à l'aise, ça s'apprend et ça s'améliore, en fait. C'est pour ça aussi qu'il faut enfin moi, en tout cas, avoir un partenaire durable, c'est beaucoup plus intéressant puisque justement, on peut vraiment apprendre, désapprendre, réapprendre et cetera. Explorer, s'explorer. Donc voilà.
C'est super intéressant en tout cas, cet échange autour de la sexualité. En ce moment, tu te trouves dans un tournant de ta vie parce que tu nous as parlé de ton Oui, ancien poste, tu nous as oui. dit qu'en ce moment, il y avait pas mal de choses qui se passaient. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, je suis vraiment dans un tournant, et qui, se comment je peux dire ça? Il y a à peine une semaine, j'étais en train de me dire: «Mais en fait, j'ai bouclé une boucle en faisant 2 burn-out». Mmh mh. Donc le premier pour m'initier, au monde du travail et donc du salariat surtout, Mmh et mh. le deuxième qui a clôturé cette période de salariat. Je me suis rendu compte de ça il y a une semaine, Mmh mh. et maintenant je suis entrepreneur. Donc je Mmh suis mh. entrepreneur, multifacette parce que je j'ai beaucoup d'idées et je fais beaucoup de choses en ce moment. Et on dira qu'en ce moment, je suis sur 2 activités, principales. La Mmh. première, c'est que je suis blogueuse professionnelle dans les pierres précieuses, donc je vais vraiment travailler sur l'éthique dans les pierres. Donc j'ai un blog qui s'appelle Gemetix. Donc du Mmh. coup, c'est vrai que je vais, faire en sorte de l'alimenter, de parler, d'éduquer en fait les consommateurs sur, tout ce qui se passe dans l'arrière-boutique des pierres et Mmh. des bijoux. Et à côté, je suis coach, donc basée sur les neurosciences, et donc je fais à la fois du business et du life coaching, spécialisé sur la relation à l'argent, puisque l'argent, c'est Mmh. important, Mmh. et on apprend beaucoup de choses sur les gens en passant par ce prisme de l'argent. Et puis c'est super intéressant, la notion d'argent, et de femme. C'est tabou. Alors moi, en fait, il y a 2 sujets qui me passionnent, hein, c'est l'argent et le sexe, hein, faut le savoir. Donc c'est les 2 tabous de la société. Donc du coup, moi, je suis à fond. Levons les tabous, Voilà, levons Éléonore. les tabous, voilà, et c'est vrai que moi enfin, historiquement, j'avais créé avec des copines une association, sur l'empowerment féminin. On avait déjà commencé à parler de ces sujets d'argent, de Mmh mh. rapport au corps et cetera, et là, maintenant, je me rends compte que j'ai vraiment envie de décortiquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de croyances limitantes sur l'argent Mmh. qui fait qu'on a des plafonds de verre, en fait. On se dit qu'on n'est pas capable de faire telle et telle chose, ou on n'est pas capable de gagner plus peut-être que notre famille par, souci de loyauté. En Mmh. fait, il y a plein de choses comme ça qui reviennent, souci de loyauté, enfin famille, culture, hein. Je veux Mmh mh. dire, Mmh. le jour où on verra nos millionnaires, et nos billionnaires en Guadeloupe, peut-être que d'autres personnes voudront l'être, tu vois? Bah oui, C'est ce ça sera aussi. challengeant, voilà, la Ce notion de sera challenge. challengeant. Mmh mh. Voilà, Et pas la notion d'envie, de jalousie, oui, voilà. exactement, la notion de challenge, en tout cas moi, Mmh. c'est vraiment une notion de challenge de se dire: «Ah, tu as fait ça, c'est trop Mmh. bien, ça m'inspire. Est-ce que tu as des conseils? C'est pas j'aimerais faire comme toi, mais ça m'inspire, comment je peux faire?» Et Mmh. mais pas genre: «Envie, je vais te rayer ta voiture». Non, ça c'est pas faire. Il faut être content pour les autres, et faire soi-même aussi et travailler pour, aller. Mais oui, l'argent, c'est un beau sujet, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc enfin le contexte économique et cetera, ça Mmh. c'est encore plus important de le traiter. Mmh. Mmh. En tout cas, on sent sur ta voix, on sent dans tes mots que tu es épanouie et Mmh c'est mh. vrai que les épreuves que tu as traversées finalement t'ont permis de rebondir et puis de Mmh. rebattre les cartes, totalement, parce que Ouais. là, c'est une reconversion, qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec tes études, initiales Non, finalement. non, non, ça n'a rien à voir, et pourtant, tu sais, moi, je pense que tout est lié puisque Mmh mh. j'utilise beaucoup mon métier d'acheteur, en étant entrepreneur, puisque au Mmh. final, je négocie pour moi toute la journée. Enfin, il y a pas que la négociation, il y a les qualités relationnelles et cetera, mais en fait, tout ce que tu as appris te sert, et Bien je le sûr, vois, ça me sert au c'est la quotidien. continuité. Mmh. Ouais, c'est la continuité, en fait, de tout ce que j'ai fait, sauf que ça c'est sous une autre forme, en fait. Mmh. Donc voilà, donc ce n'est que le début des projets. On n'en doute pas et du coup, qu'est-ce que tu dirais à la Éléonore qui venait d'arriver en France hexagonale à 17 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant? Je pense que je lui dirais de prendre plaisir. Ouais, je pense que je lui dirais ça, mais quand je dis prendre plaisir, c'est en fait, elle est devenue adulte un peu trop tôt, je pense, Mmh. et donc du coup, je lui dirais d'avoir du fun, de profiter, en fait, de l'instant présent. Ouais, je lui dirais ça.
OK, ben on va s'arrêter là pour notre discussion. Merci Mmh. encore, Merci à toi. d'avoir participé à Bicafan. Merci pour ta sincérité. Merci, d'avoir abordé des sujets tabous comme, la Oui, sexualité et l'argent. Merci pour ouais. ça et avant de finir, je vais te demander, pour la signature du podcast, est-ce que tu Mmh. pourrais te définir en 3 mots, s'il te plaît? Alors, en 3 mots, ce qui fait pas beaucoup, parce que je suis multifacette, mais ça ira, ne t'inquiète pas. Je dirais je dirais, bah, épicurieuse, donc c'est le mot que j'avais utilisé tout à l'heure qui signifie c'est un mélange d'épicurienne et de curiosité. Donc Mmh. voilà, c'est comme ça que je me définis. Mmh. Ambitieuse aussi Mmh. et je l'assume, je l'adore. Et je dirais que je suis, bah, une personne, sympa, fun, intelligente. Voilà, j'ai dit beaucoup de mots. Oui, franchement, On là, rigole, tu pas du tout respecté la consigne, ça va pas du tout, là. désolée. En tout cas, je te remercie, infiniment Oui, pour cet échange et oui, c'est vrai qu'au vu de merci à toi. tout ce qu'on a abordé, au niveau de ton parcours, on a pu remarquer qu'effectivement tu avais, cette soif de contrôler, d'essayer de t'en sortir seule, mais tu as quand même Mmh. su, à certains moments, Ouais, lors de certaines épreuves, t'appuyer ouais. et te faire aider et c'est important Oui. justement cette notion-là. On a beaucoup la notion de femme forte, qui doit tout Mmh. traverser seule et je pense que c'est important de rappeler que, que qu'on peut se faire aider et qu'on doit se faire aider, quand ça ne Oui, va pas c'est et important. que c'est important. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Se faire aider par des professionnels, c'est important et Mmh. avoir aussi un soutien familial, amical, émotionnel et cetera, c'est important et je le comprends de plus en plus et je l'intègre de plus en plus dans ma vie. Très bien, je te remercie encore et puis à bientôt. À bientôt Mélissa. Ciao. Merci. C'était l'épisode 5 de Bicafam. Je remercie encore Éléonore qui a partagé son histoire en se dévoilant sans tabou. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.